bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Merci à vous. Bienvenue dans l'univers Push. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je m'appelle Abraham de Ametzaga, je suis journaliste, je suis écrivain, conférencier et professeur dans des écoles de commerce et de mode. D'accord. Qu'est-ce que vous en tirez de votre expérience en tant que journaliste chez Vogue? À vrai dire, j'avais passé 10 ans chez Vogue. J'étais le correspondant pour Vogue Mexique, Amérique latine. Donc c'était une époque exceptionnelle. J'ai de très très beaux souvenirs et des défilés pas seulement à Paris, mais à Dubaï, à Tokyo, des voyages pour découvrir des nouveaux parfums, des interviews que j'avais faites, des gens que j'avais rencontrés. Donc une étape, je me souviens, où j'ai de très très beaux souvenirs de cette étape-là. Pourquoi Vogue? Pourquoi Vogue? Bonne question. À vrai dire, c'était le fruit d'une rencontre, comme dans la vie et arrive souvent. Moi j'étais à Medellín, en Colombie, invité par Colombia Moda, c'est-à-dire la semaine de la mode colombienne. Et j'avais rencontré là-bas la directrice à l'époque de Vogue Mexique et Vogue Amérique latine. Donc on a sympathisé, elle était née au Pays Basque comme moi je suis né à Bilbao, elle était née à Saint-Sébastien, Pays Basque espagnol. Et on a commencé à parler, ils avaient besoin de quelqu'un à Paris, moi j'étais à Paris à l'époque, donc j'ai commencé à collaborer avec Vogue, comme j'aurais pu commencer à collaborer, à écrire pour un autre magazine. C'est vrai que c'était Vogue et c'est un beau titre. D'accord. Parlez-nous d'un moment mémorable pour vous chez Vogue ou dans votre carrière. Un moment mémorable, c'est vrai qu'il n'y a pas eu qu'un seul, heureusement, il n'y a pas eu qu'un seul moment mémorable, il y en a eu plein de moments mémorables. Et il y a eu des personnes que j'ai interviewées, des personnes connues, comme par exemple Demi Moore, comme par exemple Marion Cotillard. Il y a eu aussi Sarah Jessica Parker. Je me souviens que je l'avais interviewée à Tokyo après avoir assisté à un défilé Chanel. Et donc ce sont des gens qu'on voit à la télé et qu'on ne s'imagine jamais et qu'un jour on pourra les interviewer. Mais après, ce sont des gens comme nous, c'est-à-dire comme, beaucoup. Ce sont des gens beaucoup plus connus que nous et qui ont des maisons beaucoup plus grandes que nous, des voitures plus grandes, etc. etc. Mais à la base, ce sont des gens qui ont un cœur comme nous, qui respirent comme nous. Et donc, ce sont des gens, la plupart des fois, des gens simples et des gens ouverts et des gens qui ont voyagé. Et d'ailleurs, dans l'univers de la mode, on rencontre des gens, pas seulement de la mode, mais aussi de la musique, du cinéma, et parce que vous savez les acteurs, les actrices collaborent de plus en plus, les chanteurs avec les marques de mode, des beautés, etc. Donc il y a eu plein de rencontres. Et votre préférée? Ah, la préférée, je me souviens que c'était une des rencontres que j'ai beaucoup aimées quand j'ai interviewé Carolina Herrera, la créatrice vénézuélienne basée à New York. Donc j'ai toujours admiré cette femme parce que c'est une femme très, comment dirais-je, avec les idées très claires et très élégante, mais d'une élégance, parce que l'élégance c'est pas seulement ce qu'on projette l'image d'être bien habillé, mais c'est une élégance mentale. C'est vraiment une femme qui m'avait positivement impressionné. Mais après, il y a eu des gens pas si connus, mais des gens, des PDG, des entreprises. Par exemple, je me souviens que j'avais interviewé à Milan et Pierluigi Loro Piana, un des derniers Loro Piana au sein de la marque Loro Piana qui appartient à LVMH depuis quelques années. Mais il m'a raconté sa passion pour les tissus, sa passion pour la qualité. Et donc il y a eu aussi des gens pas connus comme les célébrités, mais qui m'ont positivement impressionné, si vous voulez. Ok, très bien. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre vie? C'est vrai que j'ai toujours eu la qualité comme référence, ou j'ai toujours essayé d'avoir la qualité comme référence.
c'est-à-dire m'entourer des gens de qualité, de bonnes personnes, avec des valeurs, m'habiller avec des produits de qualité. Aujourd'hui, par exemple, je porte un pull qui a au moins 6 ans, 7 ans. Et des fois, je porte aussi des chaussures. Hier, par exemple, j'ai porté des bottines qui ont au moins 12 ou 15 ans, mais des choses de qualité. Et pour tout ce qui concerne la nourriture, pareil, vaut mieux manger moins, mais de qualité. Je l'ai dit souvent aussi, même si on n'a pas beaucoup de moyens, si on habite un petit studio, et donc avoir des choses de qualité, un joli coussin ou un joli un beau plaid, vous voyez, des choses, un pull, un cachemire par exemple, ou un vêtement pour être au chaud à la maison. Et donc vous voyez, c'est des choses de qualité, vaut mieux peu mais de qualité. Donc je pense que c'est la qualité qui a guidé et qui guide ma vie. D'accord, très bien, merci. Quelle est votre influence sur votre style vestimentaire? Et est-ce que ça vous aide à avoir confiance en vous, votre style vestimentaire? Ah mais bien sûr, c'est vrai que surtout les vêtements de qualité. Et moi je ne suis pas un homme de logo et vous ne me verrez jamais avec un polo, un t-shirt ou un pull avec un grand nom. Et moi j'aime bien surtout la qualité des matières. Et c'est ça qui me donne et surtout combiné. Je suis très, pas très, mais assez classique dans mes choix et dans ma manière dans la manière de m'habiller. Donc, et surtout des produits et des accessoires et des vêtements qui m'accompagnent tout au long de ma vie. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais on te voit toujours avec ce manteau, avec cette casquette ou avec ces bottines, mais de manière sympathique, c'est pas une critique. » Et je leur réponds « Bah, tu sais, parce que moi, je préfère acheter des choses qu'au début c'est comme un investissement, des choses de qualité, mais qui vont, à la longue, seront des choses pas chères parce que je vais les porter des années. Et grâce à la qualité de ces produits ou à la qualité des matériaux avec lesquels ces produits ont été faits. Donc c'est vrai que je suis très, très classique ou assez classique et les vêtements m'aident pas imposer ma personnalité, mais me rassure plutôt. Les vêtements de qualité que j'ai choisis me donnent de l'assurance, si vous voulez, ou m'aident dans cette assurance face à la vie, D'accord. Est-ce que la couleur bleu-vert, ça vous évoque quelque chose? Et bien sûr, le bleu c'est la mer pour moi. Moi je suis né à Bilbao, donc pas très loin de la côte. Et le vert, les montagnes du Pays Basque. Donc j'aime bien. Très nature. Oui, très nature. C'est ça, très nature. Génial. Mais dans votre vie de tous les jours, par exemple, un mur bleu, ça reflète le calme. Est-ce que pour vous, c'est... Le voir, c'est synonyme d'espoir. C'est vrai. C'est l'espoir, ça me rappelle le printemps, par exemple, le vert. Les fleurs qui éclorent. Effectivement. Et le bleu, c'est toujours... Quand je pense à la couleur bleue, je pense sans doute à la mer. Et ça m'apaise aussi. Ce sont deux couleurs, le vert et le bleu qui m'apaisent vraiment. Comment choisissez-vous vos vêtements? De manière simple, vous savez, je suis assez, comme je vous ai dit, classique, donc c'est vrai que j'adore la chemise blanche et les jeans. J'ai des différents jeans, mais c'est la chemise blanche avec un jean et avec des bottines où on peut être bien habillé, donc oui, c'est ça. Mais je l'ai choisi de manière, je ne veux pas dire automatique parce que je ne dirais pas la vérité, mais sans trop réfléchir. Je vois les couleurs, par exemple aujourd'hui je porte une chemise classique, anglaise, mais vous voyez avec à la base blanche mais avec des rayures entre rouge et rose, un peu qui combine bien avec ce pull, un cachemire que je porte, et après des jeans bleus et des bottines noires.
et qui vont même avec la ceinture noire. Parce qu'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est de porter des bottines noires et une ceinture marron ou l'inverse. Vous voyez, je veux ça. Donc ce sont des petites manies que j'ai, mais je préfère que ça soit... sortir. Et même la montre aussi, que ce soit une montre avec le bracelet noir, comme c'est le cas aujourd'hui, mais pas une montre avec un bracelet marron et des bottines noires. Donc bon, c'est comme ça, chacun a ses manies, vous savez. Donc pour vous, est-ce que vous vous habillez pour que ça reflète votre personnalité, ou vous suivez les tendances, ou vous restez dans le basique? Je ne suis pas les tendances. D'ailleurs, j'invite pas les gens à suivre les tendances parce qu'on peut faire n'importe quoi. On peut s'habiller très mal parce qu'on veut suivre les tendances, mais en fait, on peut choisir, par exemple, une femme peut choisir une robe qui lui va absolument pas parce qu'elle a des jambes plutôt grandes ou petites, alors complètement pas en harmonie avec son corps. Donc déjà il faut connaître son corps, et parmi les choses, des tendances, on peut choisir ce qui nous va. Si la couleur rouge nous va, allons-y. Si la couleur bleue nous va, allons-y. Mais si la couleur noire ne nous va pas parce qu'on a un visage trop blanc ou trop, vous voyez, non, il faut se connaître. D'ailleurs, il y a des cabinets qui font des experts qui font une étude par rapport aux couleurs qui nous vont. Vous savez, un peu la colorimétrie. C'est ça, c'est la colorimétrie. Donc ça, de plus en plus, même sur Internet, on peut, et ça coûte de moins en moins. Il y a de plus en plus qui le font, ça coûte de moins en moins. Je ne sais pas si pas tous sont des bons, des spécialistes, mais bon, si on trouve quelqu'un et ça peut nous aider pour choisir les couleurs, choisir aussi les basiques. Il y a même des entreprises qui nous envoient à la maison et on choisit quelques vêtements, et par rapport à notre morphologie, notre mode de vie, c'est-à-dire notre travail, etc. Ils vont nous envoyer des looks, et après on va garder certains, on va renvoyer d'autres. Mais aujourd'hui c'est facile. Ce qu'il faut faire, c'est il faut s'arrêter un peu, parce qu'il y a un bombardement, mais pas seulement par les réseaux sociaux, par et la télé, etc., des tendances, des styles, et donc il faut un peu s'arrêter, c'est dire tiens, de tout cet océan, alors qu'est-ce qui me va? Qu'est-ce que je peux porter par rapport à ma manière de vivre, à ma morphologie, vous voyez, donc il faut s'arrêter, on va trop vite. Donc vous, c'est la chemise blanche et le jean? Oui, mes basiques, j'ai plein de jeans et des chemises blanches. D'ailleurs, je préfère, aujourd'hui je porte cette chemise, mais c'est vrai que je préfère une chemise blanche. J'en ai plein, mais j'aime beaucoup. Je préfère la chemise blanche parce que je trouve que déjà le blanc, ça illumine, oui. Et c'est un basique. La chemise blanche est un basique. Donc oui, pour moi c'est ça. Vous voyez, je suis facile. Donc à ces niveaux-là. Très bien. Quel conseil donneriez-vous aux hommes de 20 à 30 ans qui cherchent à développer leur propre style? De s'arrêter, c'est dire tiens, je vais commencer par des basiques, une bonne veste, un bon costume, des chaussures de qualité, pas forcément de grandes marques, mais surtout commencer petit à petit. Moi j'avais commencé comme ça, j'avais commencé avec petit à petit à m'acheter des produits. D'ailleurs j'ai des produits qui m'accompagnent toujours, je les garde toujours parce que ce sont des basiques, et pas niveau taille, mais niveau, c'était les accessoires, des cravates que j'ai. Ça prend de la valeur en plus. Oui, ce sont des choses en plus. Il y a une valeur surtout aussi, vous savez, affective, une valeur parce que ça pas par le prix que j'avais payé. C'est un investissement. Oui, quand on achète de la qualité, c'est un investissement. Pas forcément, je ne parle pas des grandes marques, hein. Je parle des choses bien faites, avec de bon cachemire ou de la bonne laine, ou avec, vous voyez, des bons tissus, donc tout ça. Donc je dirais aux jeunes de 25 ans, je dirais, arrêtez un peu de suivre les tendances, arrêtez un peu parce c'est un peu comme on est comme des moutons. Donc il faut prendre ce que le marché te propose, ce qui te va, mais surtout par des bons classiques, c'est comme la littérature. Si on veut bien écrire, et
on doit lire les auteurs classiques. On doit lire Balzac, Faut avoir une base. Flaubert. Et parce que tout est dans les auteurs classiques. Et dans les vêtements, c'est pareil. Il faut partir des basiques. Comme je vous ai dit, bonne veste, un bon pantalon, un bon costume, et même sur mesure. Vous savez qu'il y a des jeunes qui font des vêtements et sur mesure à des prix assez raisonnables. Je ne vais pas dire le même prix d'un costume d'une marque fast fashion, mais c'est entre le costume un peu plus cher qu'un costume d'une chaîne fast fashion, mais d'une marque de la fast fashion, mais un peu plus cher, pas trop cher. Donc, mais sur internet on peut se renseigner aujourd'hui, c'est très facile, mais comme on a tellement d'informations, il faut prendre du temps, prendre un peu de recul et se dire tiens, ça peut m'intéresser. Qu'est-ce qui est par rapport à mon style, j'ai plutôt un style classique, alors j'ai un style plus moderne, mais même si j'ai un style plus moderne, il faut avoir comme base des basiques. La capsule, on appelle ça. C'est ça. La capsule, oui. Et vous, à cet âge-là, quel conseil vous donneriez-vous? À cet âge-là, oui, c'est vrai que j'ai plus 25 ans, même si des fois je sens dans mon cœur que j'ai 25 ans. Mais si je peux me permettre, c'est vrai que j'ai donné des conseils, personne pour donner des conseils, mais ma propre expérience m'a montré qu'il faut prendre du temps et qu'il faut aussi avoir, il faut aimer la mode, il faut aimer surtout les belles choses. Quand je dis la mode, ça peut être aussi les beaux meubles, les belles maisons, la déco, un peu la beauté. Il faut, parce qu'on a besoin, surtout encore une fois, et je le répète souvent, parce qu'on a besoin de beauté. Pas forcément d'acheter, non, mais de regarder une belle vitrine, de sentir un parfum, même quand on est dans un grand magasin, sentir le parfum, oui, on n'est pas obligé d'acheter, comme je vous ai dit tout de suite, tout à l'heure. Donc on a besoin de beauté et du temps. Le temps est un luxe. Et est un luxe, pour certains, c'est pas un luxe accessible parce qu'on est tout le temps sollicité. Il faut faire ça, ceci, on nous appelle, il faut répondre à ce texto, à ce WhatsApp. Donc il faut aussi, c'est ça, prendre du temps, s'arrêter un peu. Qu'avez-vous pensé de la dernière Fashion Week? La dernière Fashion Week, la dernière que j'ai faite, c'était c'était la couture, parce que j'ai fait l'homme. Et après, vous savez qu'après l'homme, il y a la couture. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Et il y a eu des défilés que j'ai beaucoup aimé. Chanel, Schiaparelli, Dior aussi. C'était très très beau défilé. Margiela aussi. Margiela, j'ai pas vu. Non, Margiela, j'ai pas vu. Mais j'ai remarqué quand même que, c'est plus comme avant. Donc, même si les maisons continuent, les maisons qui font la couture continuent à montrer et à faire des très beaux défilés, mais on dirait qu'ils consacrent moins de budget, donc c'est moins fastueux niveau événement. Niveau création, ça continue, des créations sublimes, des créations faites à la main par des artisans qui développent et continuent à développer des métiers ancestraux. Mais quand même, j'ai trouvé, oui, que comme si certaines marques, que je ne vais pas mentionner, avaient un peu serré, avaient réduit de manière importante le budget pour la couture. Dommage un peu. Quelles sont vos valeurs ou principes qui vous ont guidé tout au long de votre vie? Oui, c'est une question de poids. Les valeurs, c'est vrai que j'ai une éducation qu'il fallait remercier. Pas seulement les gens qu'on croisait, les gens qui et toujours merci et les bonnes manières, mais aussi remercier la vie, remercier chaque jour, c'est-à-dire être conscient que chaque jour c'est un cadeau, surtout quand on a la santé, quand on a le travail, on a la famille, donc vraiment la conscience je trouve que c'est une valeur importante, de la conscience qu'on est en vie
et que la vie passe. Donc alors c'est pas la même chose. À 20 ans, j'avais pas cette conscience. Et avant 5 ans non plus, mais après petit à petit, c'est en vieillissant qu'on se. La maturité. C'est ça, c'est la maturité. Et c'est effectivement à 20 ans, je m'habillais différemment. Je me laissais porter, si vous voulez, plus par les tendances ou par les choses qu'il fallait. Et bon, quand j'avais 20 ans, donc c'est vrai qu'il y avait moins de choses, on va dire que maintenant. Maintenant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça qui pousse à la consommation, à la surconsommation. Mais je pense que oui, c'est les valeurs de la parole aussi. Je me souviens que dans ma famille, et surtout pour mon père, quand on dit une chose, on l'a fait. On ne peut pas dire oui, après non. Donc, non, je remercie ma famille pour m'avoir transmis ces valeurs. Vous parlez des réseaux sociaux. Quelle est votre approche? Bon, si vous voulez, moi j'ai Instagram, mais si vous voulez, j'ai Instagram un peu pour communiquer sur ce que j'ai fait, pour les endroits que je visite, pour les cours que je donne, pour les articles, les défilés, effectivement, pour les articles que je publie, pour aussi des interviews, comme je vais diffuser cette interview, c'est-à-dire j'ai des photos sur cette interview que j'ai le grand plaisir de répondre à vos questions. Donc oui, communiquer sur mon travail. J'ai communiqué un peu. Oui, les coulisses, si vous voulez montrer un peu de ma vie personnelle. Des fois, je poste une photo de ma femme, de ma fille, même si j'essaie de cacher le visage parce qu'elle est toute petite et j'aime pas non plus exposer, surtout quand on est petit et tout. Mais vous voyez, oui, communiquer sur mon travail et une manière de partager ce que j'ai fait. Pas de se dire moi j'ai fait, moi je suis là. Non, vous savez, c'est pas. Moi, j'ai pas cette prétention. En plus, humblement, je veux partager ce que j'ai fait. Comme quand je donne mes cours, c'est un partage. Je partage mon expérience, je transmets. C'est la transmission aussi. Et on transmet aux jeunes l'expérience. Mais on apprend aussi beaucoup de choses des jeunes. C'est un partage en même temps. Vous voyez, et des fois j'ai dit que Lagerfeld, et pourquoi? Bon, il était un homme qui avait un génie. Il n'y a pas eu deux. Et donc un génie incroyable, quelqu'un qui avait une culture aussi impressionnante, mais il était entouré des jeunes. Donc c'est très important d'être entouré des jeunes, aussi d'être avec des gens âgés, de notre âge et plus âgés. Mais les jeunes aussi, il ne faut pas oublier. Ils ont une autre vision. Oui, notre vision de la vie, notre manière. Donc c'est très important pour rester jeune dans sa tête. Il faut, à mon avis, être entouré des jeunes. C'est important d'être entouré des jeunes pour rester jeune. Pourquoi enseigner? Pourquoi enseigner? Et pour moi, c'est comme une thérapie, vous savez, un peu sur mes payes, c'est bien. Ça me fait un peu ça m'évite d'aller voir le psy, même si j'ai pendant longtemps j'assistais à des séances de psychanalyse. Je m'allongeais, je me suis mis dans cette espèce de lit et j'ai fait un peu trop longtemps, 4 ans, donc il faut faire 1 an, arrêter et après reprendre. Mais bon, ça m'a fait du bien surtout pour mieux me connaître. Mais pour vous dire que pour moi, donner des cours, c'est comme une espèce de thérapie parce que je partage, je suis très content de partager. Moi, je veux pas garder tout ce que j'ai appris. Même des fois, j'amène des invitations à mes élèves des défilés. Je leur montre des invitations pour leur dire, pour comme ça, parce que la plupart, ils n'ont pas eu la chance pas d'aller à un défilé, mais même pas de voir une invitation. Maintenant, c'est plus facile avec les réseaux sociaux, mais ça me fait grand plaisir de leur écouter, transmettre ça. Et c'est toujours la passion. Je leur dis, et si vous aimez la mode, il faut avoir la curiosité éveillée, il faut travailler, si vous aimez la musique, pareil, n'importe quel milieu, mais bon, c'est vrai que surtout j'enseigne dans des écoles de luxe, de mode, et c'est ça, c'est un plaisir d'enseigner, c'est une thérapie. Même si je dois m'élever pour venir à Lille, par exemple, je m'élève à 5h du matin, je ne viens pas tous les jours, heureusement, parce que sinon, au bout d'un moment, ça me tuerait, ça serait quelque chose de... Mais je viens heureux parce que déjà, je quitte Paris, la région parisienne, ça fait du bien, et même si je dois prendre le train ou 2 trains après et venir ici, mais c'est un plaisir,
ça m'échange aussi, je change d'endroit. Changer d'air. Et oui, et surtout les gens que je rencontre, je trouve qu'ici à Lille, on rencontre des gens vrais, des gens avec et beaucoup plus humains, beaucoup avec moins de chichi qu'on peut trouver à Paris ou je sais pas à Milan, ou, vous voyez, donc C'est autre chose. c'est autre chose, donc ça me fait plaisir. D'être mieux. Alors, quels sont vos projets et vos ambitions pour l'avenir? Ah, il y a des projets, des projets. Bon, on a toujours des projets, on a toujours, par exemple, je vais couvrir la prochaine Fashion Week, la femme, à la fin du mois de février-mars à Paris, la Fashion Week à Paris, pour la même agence de presse Effet. Donc c'est un grand plaisir, même si je vais couvrir beaucoup plus de défilés que pour le prêt-à-porter mais pour la couture. Mais quand même, ça me fait plaisir, c'est un petit projet, ça. J'ai aussi un livre que j'attends, mon 4e livre. J'espère que ça sera publié, je ne sais pas quand, c'est vraiment long, je l'avais déjà écrit, ça fait au moins 2 ans, mais il y a un problème avec la maison d'édition, avec quelque chose qu'il faut, parce que c'est une biographie sur une femme qui avait été ambassadrice de la maison Dior. Donc c'est une femme qui a travaillé 30 ans pour la maison Dior et qui est assez connue en Amérique latine, mais il y a des choses qu'il faut changer, donc c'est un peu lent, donc j'aimerais bien voir ce projet, la naissance enfin de ce projet, le livre en soi, parce qu'il est déjà écrit et tout, mais bon, il faut changer les choses et tout, et continuer à enseigner, et que le bon Dieu me donne la santé pour pouvoir venir à Lille, pour pouvoir aller à Paris, à Bordeaux, à l'étranger aussi, où j'ai dans des conférences, ça m'arrive de donner des cours, des conférences. Et donc, c'est ça, je demande des choses simples à la vie, de voir grandir ma fille qui a bientôt 5 mois, elle aura bientôt 5 mois. Donc, c'est ça, ce matin, je me disais, j'espère que je pourrai rester le plus longtemps en vie, en santé, pour pouvoir voir, vous voyez, des choses simples. Je ne demande pas de gagner à l'euro-million, je ne demande pas d'avoir une meilleure voiture. Si ça arrive, bienvenue, je ne vais pas dire non, mais surtout les choses simples, Les meilleurs bonheurs. Oui, je trouve. Pourquoi la France? Pourquoi la France? Parce que j'ai de la famille en France. Ma tante s'était mariée à un Français, donc il y a plus de 50 ans. Et je venais souvent en France, étant donné que je suis né à Bilbao. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais petit, les dentistes à naissance, il était très très cher. Alors c'était moins cher de venir en France, se faire soigner. Donc on avait le dentiste toute la famille allait. Il était à Bayonne, au Pays Basque français, donc à 1h30 à peu près de Bilbao. Donc je me souviens que j'allais souvent, pas justement parce que j'en avais besoin, mais pour accompagner ma famille, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, etc. Et j'ai toujours eu un lien très étroit avec la France. J'ai fait lettres modernes comme étude, 4 ans à l'université, où j'ai étudié la linguistique, la littérature française, l'ancien français aussi. J'avais une matière ancien français, donc je devais traduire avec le dictionnaire d'ancien français des textes de Chevalier au Lion, de Tristan et Iseult, etc., qui étaient en ancien français, en français moderne. Et j'ai toujours eu un lien très étroit avec la France. Et un jour, j'espère, pas seulement par alliance, mais que j'aurai la nationalité française. Je ne l'ai pas encore demandé. Mais c'est quelque chose d'administratif, donc ça sera faisable. C'est un principe, je n'ai pas rien contre, tout est ok pour que je l'ai. Donc, et quand je parle français, je me sens français. Et même si je ne suis pas français de naissance, mais j'ai... Français du cœur. Français de cœur, français de branche. Je suis marié à une Française, et donc côté de mon épouse, j'ai aussi une famille française à laquelle je me sens très attaché. Et donc, c'est un plaisir d'être en France. Vraiment, c'est un pays que j'aime. Comment percevez-vous l'évolution de l'industrie de la mode en termes d'inclusion et de diversité? C'est bien la diversité, c'est bien, mais ça, vous savez, maintenant il y a trop de marques, trop de tendances, trop de collections, trop. Donc, moi j'ai toujours dit, nous les hommes on peut porter des jupes,
D'ailleurs, c'est pas seulement les Écossais qui les portent, mais il y a comme les robes aussi, qui sont portées par des cultures au Moyen-Orient, etc., des hommes. Donc l'homme peut se maquiller, l'homme peut porter des bijoux. D'ailleurs, c'était Paco Rabanne. Et je n'ai pas mentionné Paco Rabanne quand vous m'avez dit des personnalités qui vous ont impressionné ou qui vous ont marqué. Lui, c'était une de ces personnalités qui m'avait marqué. Je l'avais interviewé 2 fois. Donc une fois, il m'avait dit, c'était fin des années 90, il m'avait dit un jour, j'étais un jeune journaliste, il m'avait dit un jour, et je suis au 21e siècle, les hommes porteront des bijoux et pourront se maquiller ou vont se maquiller, et effectivement, pas tous les hommes. Moi, je ne me maquille pas, je ne porte pas des bijoux, je porte des montres, des bagues, et bon, l'alliance, mon alliance de mariage, mais des bracelets aussi. Mais il y a des hommes qui portent des bijoux, des colliers, machin, et aussi qui se maquillent. Même maintenant, on voit, c'est une mode, le vernis, pas forcément des hommes gays, mais des hommes hétéros aussi, des hommes. Alors, il ne faut pas mettre des étiquettes, arrêtons de mettre des étiquettes, parce qu'un homme peut porter un sac. Moi d'ailleurs, j'adore les sacs, c'est quelque chose de très pratique. Donc, avant, si un homme portait un sac il y a 10 ans, 12 ans, quand il n'y avait pas cette mode de porter les sacs, un homme, il est gay ou il est machin. Donc toujours des étiquettes, et en plus pour dénigrer la personne. Donc il faut laisser. On n'a jamais eu autant de possibilités, et en même temps c'est tellement compliqué parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de collections, tellement de choix qu'on peut se noyer dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du recul et du temps pour se dire, ça m'intéresse, ça me va pas, même si j'aime, je l'achète pas, je le porte pas. Et si on veut se maquiller, on se maquille. Alors du moment où on fait mal à personne, donc il n'y a jamais eu autant de possibilités. Mais en même temps, à mon avis, c'est trop. Il y a trop. Comment le réseautage et les relations professionnelles ont-ils contribué à votre croissance professionnelle et personnelle? C'est vrai que les relations, je ne veux pas dire qu'elles aident toujours, mais c'est très important. Il faut garder et nourrir son réseau. Il faut... moi, je vais l'avouer humblement, et j'aurais pu profiter plus de mon réseau, mais des fois, je ne voulais pas déranger les gens, je préférais, au lieu de demander à quelqu'un pas de m'épistonner, ou de m'aider, ou de me présenter un tel, et moi-même essayer de contacter cette personne. Vous voyez, alors, et c'est vrai que peut-être professionnellement j'aurais pu arriver plus loin, ou arriver à même à être directeur d'un magazine, ou rédacteur en chef, ou directeur de la rédaction, mais non, c'est vrai que j'ai pas eu cette ambition. C'est vrai que Vogue, j'aurais jamais pensé, ou j'avais même jamais pensé que j'allais devenir correspondant de Sédition Mexique Amérique latine pendant 10 ans en Europe. Donc, mais une chose mène à une autre, et donc vous voyez, mais c'est vrai qu'il faut toujours nourrir son réseau, il faut toujours aider les gens. Il faut toujours, quand on nous pose une question, quand on nous fait une demande, si on peut aider, bien sûr, si on aide. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait... Bah oui, moi j'essaie de partager mon réseau, parce que je trouve qu'il faut... Bon, si la personne est quelqu'un parce que des fois, vous savez qu'il y a des gens qui viennent vers nous parce qu'ils sont intéressés, parce que nous, on travaille pour un tel magazine, ou on va au défilé de telle marque. Donc il faut faire attention, qui a vraiment des... Qui veulent vraiment. Et c'est ça, donc il faut ça, donc mais je trouve qu'il faut aider. En général, il faut aider surtout des gens qui méritent d'être aidés, des gens qui travaillent, des gens qui ont cette envie d'avancer, et c'est ça. Donc c'est bien de nourrir son réseau. Une dernière question pour vous. Vous êtes passionné d'automobile, puisqu'en ce moment on voit beaucoup sur vos réseaux sociaux que vous partagez. Bon, cette passion est une passion qui vient de très longtemps. Quand j'étais petit, j'adorais les voitures, et je vais vous avouer, j'avais même vendu des voitures à l'âge de 12 et 13 ans. J'ai vendu des voitures, j'en ai vendu combien? 5 ou 6. C'était à des amis, de la famille,
des personnes de ma famille aussi. Donc je me souviens que je les amenais à la concessionnaire de la marque ou des différentes marques. Et après, c'est vrai qu'en général, ils avaient les idées claires. Soit ils voulaient une Peugeot ou une Renault. Alors je les amenais au conseil. Et si je vendais la voiture, j'ai gagné une petite commission. On va dire, donc pour moi c'était comme un petit boulot qui m'amusait, que j'adorais. Donc je l'ai fait entre les 12 et les 14 ans. Mais c'était quelque chose d'incroyable. Je me souviens. Pourquoi? Parce que j'avais une passion. Oui, j'avais une passion pour les voitures. Je ne veux pas dire que la passion que j'avais pour les voitures, maintenant je l'ai pour la mode ou les belles choses, la qualité, parce que j'ai toujours aussi une passion pour les belles voitures et surtout pour les voitures anciennes. Et donc, mais j'ai eu mon permis l'année dernière, vous voyez. Donc, mais j'aime beaucoup, surtout comme je vous ai dit, les voitures classiques, parce que je trouve en plus c'était plus facile il n'y a pas toute cette technologie qu'on a dans les voitures modernes, et c'était plus facile, il fallait changer l'huile, il y avait le charme aussi. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui s'intéressent de plus en plus aux voitures classiques. Il y a le salon Retromobile qui a eu lieu la semaine dernière à Paris, et j'ai assisté, je suis allé à des jours au salon Retromobile, et j'ai trouvé qu'il y avait plein de jeunes, et donc en plus il y a des voitures qui démarrent à des prix très raisonnables. Il y avait même une AX, assez vieille, qui avait au moins 20 ans, mais qui était à 4 900 €, qui était impeccable. Donc elle était vieille, mais elle était quasi neuve, on peut dire, parce que il n'y avait pas la carrosserie, elle était bien, le moteur aussi, apparemment elle n'avait pas beaucoup de kilomètres. Pour vous dire que oui, c'est une passion et un jour j'espère que j'aurai une petite voiture classique. J'aimerais bien une MG B. C'est une voiture qui avait été construite entre les années 60 et 70 ou 50 et 70. Ils ont produit au moins plus de 500 000 exemplaires. Donc c'est une voiture qui a un prix abordable et qui est décapotable. Elle est très belle vraiment, et donc chic à la fois. Elle n'est pas très grande, plutôt petite. On peut la garer facilement. Et donc ça c'est, si vous voulez, parmi mes projets. Si un jour j'ai l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Très bien. Et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.